Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur la plateforme Vue d'ailleurs pour aborder le thème du réseau navigable français, un avenir pour les transports vertueux. Ce webinaire se fait à l'invitation de Philippe Dort et de Jean-Marie Cambacérès. Et je vous rappelle, comme c'était déjà le cas au préalable, que vous pouvez tout au long du débat poser vos questions en direct au 06 67 90 85 16. On a déjà reçu quelques questions et on n'hésitera pas à les poser en direct à nos intervenants. Tout d'abord, sur cette table ronde, je vous présente Nathalie Sté, qui est experte des enjeux liés à la voie d'eau et à l'activité portuaire, qui est en direct de Strasbourg. Marie Pentier, qui est chargée de mission écologie industrielle territoriale, en direct du Lot-et-Garonne. Philippe Dort, président du Grand Port Maritime de Bordeaux, à Bordeaux. Jean-Marc Samuel, président de la Fédération Agir pour le fluvial, à Ramonville, en Haute-Garonne. Jean-Marie Cambacérès, président du club D12, à Paris. Et Stéphane Saint-André, ancien président national des voies navigables de France, qui est au Pas-de-Calais. Je vous propose une petite seconde de jingle et on revient pour lancer le débat. Donc merci et bonjour à tous d'avoir répondu à cette invitation de Philippe Dort et de Jean-Marie Cambacérès pour Réseau Navigable Français, un avenir pour le transport fluvieux. Tout d'abord, je pense qu'il serait intéressant de s'interroger sur le contexte et l'histoire de ce transport fluvial dont on déclinera toutes les vertus. Les plus anciens canaux remontent à l'Antiquité. En France, on voit apparaître un véritable développement vers la Renaissance. Est-ce que, Philippe, vous pouvez nous donner un petit peu l'histoire des canaux français? Alors oui, bonjour à toutes et tous. J'irai bien au-delà de l'Antiquité, puisqu'en fait, les rivières et les voies d'eau en général ont été utilisées depuis quasiment le Paléolithique. À partir du moment où quelqu'un s'est rendu compte qu'un tronc d'arbre flottait et s'est mis à cheval dessus, il est allé un peu plus loin, il s'est rendu compte qu'il y avait d'autres villages. Plus tard, quelqu'un a eu l'idée de creuser le tronc et c'est devenu une pirogue, et ceci jusqu'à l'époque des gabarres, hein, sur nos fleuves et rivières. Donc ça fait très très longtemps que la voie d'eau est le cordon social des êtres humains, de la race humaine, depuis 100 000 ans ou 150 000 ans, et jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de rivières et de canaux encore qui sont utilisés. Après, évidemment, mais je crois que Jean-Marie Cambacérès, qui est un spécialiste de la Chine, nous expliquera qu'il y a des canaux, alors donc artificiels, fabriqués par l'homme, qui ont plus de 2000 ans. Le transport fluvial tombe en désuétude à un moment donné, il est relancé. Qu'est-ce qui va, en 91, va être créé d'ailleurs les voies navigables de France sous l'impulsion de Michel Rocard, qui est alors Premier ministre. Est-ce que Stéphane Saint-André, qui est ancien président national des voies navigables de France, peut nous contextualiser l'histoire de la VNF? Oui. Bonjour à tous. VNF, effectivement, vous venez de le rappeler, a été créé en 90 sous l'impulsion de Michel Rocard, qui, vous le savez auparavant, avait été maire de Conflans-Sainte-Honorine et donc très attaché à la batellerie. Et il a eu l'idée de créer cet outil pour le développement de la voie d'eau qui était abandonné depuis un bon moment maintenant. En 2012, le VNF est devenu un établissement public administratif de l'État pour réunir tous les agents. Il y a 4000 agents environ aujourd'hui, agents notamment des DDE et les agents VNF qui étaient déjà là depuis 90. C'est vrai que la voie d'eau est abandonnée depuis une cinquantaine d'années maintenant et qu'il y avait urgence à avoir cet outil. Alors on a un budget qui est quand même un budget contraint.
avec assez peu de recettes, somme toute. 450 millions d'euros de budget. On gère avec cet argent 6700 km de voies d'eau sur les 8500 que compte le pays. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le plus grand réseau européen. C'est le plus grand réseau d'Europe. On gère aussi les 40 000 hectares de foncier du domaine public de l'État et 4 000 ouvrages d'art. On traverse 2300 villes et on en parlera tout à l'heure parce que c'est aussi de l'aménagement du territoire, et on traverse également 15 régions avec 3 missions principales. Évidemment, le fret, le transport de marchandises et le transport de passagers. L'aménagement du territoire en général, avec toute la mission tourisme qui, on l'ignore certainement, rapporte plus que le fret à Voies navigables de France. Et puis, il y a toute la mission hydraulique qui permet de réguler non seulement le niveau des canaux. Si VNF n'existait pas et s'il n'y avait pas cette régulation, il y aurait 30 cm d'eau dans la Seine à Paris. C'est un exemple qui est très concret, très parlant. Et puis, c'est aussi une fonction de transport de l'eau, puisque la France n'est pas un plat pays et qu'il y a énormément de dénivelé, et que pour que les canaux, les biefs, restent en eau, eh bien, il faut transporter cette eau de bief en bief. Donc, soit la monter, soit la descendre. C'est une fonction importante qui permet aussi parfois de réguler quand il pleut beaucoup, de réguler et de prévenir les inondations, même si ce n'est pas le rôle de Voies navigables de France. Merci. Alors pourquoi ce réseau tombe en désuétude par rapport au transport routier? Est-ce que Jean-Marie Cambacérès, vous qui avez énormément voyagé, vous pouvez nous donner un peu des explications sur les autres choix faits dans le monde par rapport aux voies navigables? Quels ont été, à titre comparatif, est-ce que les réseaux sont tombés également en désuétude ou pas? D'abord, bonjour à vous tous, et je vous demande à tous beaucoup d'indulgence parce que je suis le co-organisateur avec Philippe Dorte, mais lui, il a un avantage sur moi, c'est qu'en plus, il est président du port autonome de Bordeaux, donc il est aussi spécialiste de ce secteur, tandis que moi, je suis plutôt un généraliste. Le Club des 12, s'adressant à tous les sujets, il y a une vocation nationale, et là, je suis provisoirement à Paris, mais je suis gardois. Donc, on est passé très vite du paléolithique à VNF. C'est vrai qu'il faut bien distinguer pour nos auditeurs deux choses. C'est les voies navigables naturelles et puis les voies navigables qui ont été les premiers canaux. Et comme Philippe Dorte le disait tout à l'heure, je crois que, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois qu'un des premiers canaux au monde artificiel a été fait en Chine au IIIe siècle avant Jésus-Christ, à une époque qu'on appelle le printemps et automne, qui a été au cours des années suivantes augmenté chaque fois un petit peu. Alors, pour ceux qui connaissent un peu, il va non pas de Shanghai, mais de Hangzhou, qui est juste à côté de Shanghai, jusqu'à Pékin, 1780 km. Il s'est fait petit à petit. Il a été terminé par les Yuan. Les Yuan, c'est au XIIe, XIIIe siècle, c'était des Mongols qui avaient envahi la Chine. Et puis, il a été complètement restauré par les Ming au XVIe siècle. Donc, on peut dire que les Chinois étaient très en avance. En France, moi, je ne suis pas non plus un spécialiste, mais étant du Midi, j'ai toujours été marqué quand j'étais jeune par le canal du Midi, et qui avait été fait par Louis XIV sous Colbert avec quelqu'un de Béziers qui était Paul Riquet, et c'était quelque chose d'extraordinaire quand même. Donc, voilà un peu des dates intermédiaires. Alors, c'est vrai qu'en France, il y a eu plusieurs raisons historiques qui ont fait que petit à petit, le réseau avait été abandonné, mais c'est surtout le chemin de fer qui, au XIXe siècle, a créé des débats. Il y avait des débats à la Chambre extraordinaires entre ceux qui étaient pour les uns, pour les autres, ceux qui étaient que pour un, que pour l'autre, ceux qui étaient pour les deux. Bon, et ce débat, on l'a retrouvé un peu partout, même en Chine, justement avant la révolution de Mao en 1949, il y avait déjà des chemins de fer, et là, le Grand Canal et toutes les voies, même normales, le Yangtze-Kiang, il ne faut pas oublier qu'en Chine,
bon, nous, on a dit qu'on avait 8500 km, mais en Chine, il y a 110 000 km de voies navigables. Hein. Vous avez le Yangtze-Kiang, le fleuve Jaune, comme en Russie, qui a aussi 100 000 km. Donc, il y a quand même des endroits où vraiment il y avait beaucoup d'utilisation des voies navigables, mais c'est vrai qu'elles ont baissé. En fait, disons, le trafic dessus, pas elles n'ont pas bougé, mais le trafic a baissé au moment de beaucoup du chemin de fer. Bon, après, il y a eu les guerres, etc. Et maintenant, je crois que, comme le disait Stéphane Saint-André, bon, bien sûr, Michel Rocard a eu l'idée de coordonner un peu tout ça, mais il y a un renouveau maintenant pour toutes les raisons qu'on va voir sûrement pendant l'émission, hein, économiques, écologiques, de transport, etc. Et aussi, je voudrais rajouter, j'en terminerai par là, le niveau européen, parce que l'Union européenne a permis de se rendre compte qu'on aurait une très forte potentialité si on pouvait relier tous les réseaux entre eux, pardon. Et donc, il y a des financements qui sont prévus et on est dans une nouvelle époque maintenant, mais d'autres personnes présentes, notamment Nathalie Stey, qui est à Strasbourg au cœur de tout ça, pourra nous donner sûrement quelques exemples. Mais voilà, merci, quelques précisions. Alors, justement, avant de donner la parole à Nathalie Stey, est-ce qu'aujourd'hui, en Chine, il y a une volonté d'utiliser ce réseau? Quelle est la part, je dirais, et l'importance des réseaux voies navigables en Chine, par exemple? Si vous voulez, la priorité des priorités, c'est quand même le chemin de fer. Parce que bon, les voies navigables, celles qui existent, bon, elles sont naturelles, on peut les aménager et tout. Par exemple, le Yangtze-Kiang peut faire que je ne dise pas de bêtises, parce que là, on a beaucoup de spécialistes dans la salle, mais peut faire des convois, enfin des navires de 10 000 tonnes jusqu'à Wuhan. Wuhan est très connu maintenant à cause du coronavirus, mais c'est à peu près au milieu. Et après, pour aller jusqu'à Chongqing, c'est-à-dire jusque presque à la source, là, c'est plus que du 1000 tonnes. Et ça, on ne peut pas non plus modifier. Le canal, honnêtement, le grand canal, il a été rénové, mais il est très utilisé, surtout dans la partie centrale et sud, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que sur 1700 km, un peu moins dans la partie nord. Donc, la priorité des priorités, ça a été quand même le chemin de fer et l'aviation. Alors maintenant, vu la pandémie, l'aviation subit quand même des conséquences comme partout dans le monde, hein, et puis l'écologie, parce que la Chine veut être de plus en plus à la pointe de l'écologie, ça redonne aussi un petit boom aux voies navigables, mais quand même les voies navigables, ça sera dit tout à l'heure sûrement par des gens plus spécialistes que moi, on ne peut pas quand même aller partout, même si on interconnecte en Europe, il faut quand même être sur des voies qui existent, parce que maintenant, le problème, c'est que les investissements sont énormes pour faire du fluvial artificiel, si je peux m'exprimer ainsi. Moi, je me rappelle, on avait discuté à l'époque du canal Rhin-Rhône, quand j'étais dans des cabinets au gouvernement qui avaient été abandonnés, alors que moi, j'étais un fervent, et puis encore maintenant le canal du Nord, bon, où j'avais fait des réunions avec notre ami Frédéric Cuvillier pour essayer de trouver des financements. C'est des financements énormes dont l'Europe a des financements prévus, mais sur des portions plutôt pour relier. Maintenant, pour créer quelque chose de très nouveau et de très long, c'est quand même pas évident. Merci. Nathalie, justement, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point de contexte, s'il vous plaît, sur le réseau? On a parlé d'une forte prégnance de ce réseau au cours des siècles. Il y a eu des moments où il a été relancé. Quelle est la situation aujourd'hui de ce réseau navigable? Alors, si vous voulez, on a tendance assez souvent à dénigrer un peu, on va dire, la situation du fluvial en France par rapport à ce qui peut se passer chez les voisins. C'est vrai que la France a perdu beaucoup de culture fluviale, notamment par rapport aux Néerlandais ou aux Allemands. Cela dit, on assiste aujourd'hui à une dynamique qui n'est pas négligeable, et à l'inverse, on voit que nos voisins ne sont pas exempts de difficultés aussi. Si vous voulez, on a quand même eu
un sacré déficit d'entretien des voies navigables dans les années, on va dire, depuis la fin des années 60, des années 70, surtout avec le développement de la route. Et ça, l'ensemble des pays européens l'a vécu. Et ça donne par exemple des situations où en Allemagne, en 2018, il y a certaines parties du réseau qui étaient à l'arrêt, comme par exemple un ascenseur à bateau sur le canal latéral à l'Elbe. Et les difficultés étaient telles que cet ascenseur à bateau est resté en arrêt pendant 3 ans, plus de 3 ans. Il y a certaines parties du réseau allemand qui sont en très mauvais état. Et ce qu'on peut en retenir comme leçon aussi, c'est que injecter simplement des fonds du budget, c'est qu'une partie du problème. Parce qu'à force de limiter l'entretien de ce réseau, on se rend compte que en termes de capacité d'ingénierie, on a aussi beaucoup perdu. Les Allemands font face depuis plusieurs années à un vrai problème parce que de l'argent a été injecté à nouveau dans les voies navigables, mais ils se rendent compte que le tissu d'ingénierie n'est plus suffisant pour effectivement utiliser ces moyens. Et j'en parle parce que c'est un des problèmes soulevés même par le plan de relance aujourd'hui en France. C'est vrai que c'est très bien d'injecter à nouveau des moyens dans le réseau fluvial, mais il faut dire que on a des décennies de culture d'ingénierie à rattraper. Il faut savoir que, on va dire, dans l'immédiate après-guerre, les infrastructures fluviales pour un ingénieur, c'était vraiment le nec plus ultra en termes de réalisation, alors qu'ensuite, sur les 40-50 dernières années, le nec plus ultra, c'est la dernière autoroute, quoi. D'accord. Et il y a beaucoup à rattraper, donc non seulement au niveau des moyens financiers, mais aussi de toutes les compétences qui vont avec. Merci. Je vous propose de passer à la deuxième partie de ce webinaire et de faire une courte pause. Merci, nous revoilà sur le webinaire de vuedailleurs.com pour aborder donc le thème des réseaux navigables français, un avenir pour les transports vertueux. Alors, on va s'interroger là ensemble avec le réseau de partenaires qui est là pour parler des opportunités de ce réseau voie navigable. On a plusieurs spécialistes autour de la table. Tout d'abord, on parle de ce réseau comme un véritable atout, une véritable opportunité pour l'aménagement du territoire. On l'a indiqué tout à l'heure, c'est un réseau qui est le plus grand d'Europe, puisqu'il fait plus de 800 km, supérieur à l'Allemagne. Et il a une spécificité, c'est qu'il bénéficie de la structure géographique du nord et du sud en étant à la fois fluvial et à la fois maritime. Jean-Marc Samuel, vous êtes président de la Fédération Agir pour le fluvial. Vous pouvez nous donner des exemples d'opportunités de l'aménagement du territoire? Vous le vivez, vous, concrètement, ces opportunités au quotidien? Oui, donc déjà pour regarder un petit peu ce qui a été dit par rapport au réseau fluvial, effectivement, nous avons le réseau fluvial le plus grand d'Europe et le moins utilisé. Et ensuite, quand on parle de réseau fluvial, pour nous, il n'y a qu'un réseau. Il n'y a qu'un réseau qui va de Bordeaux à Lille avec différents gabarits. Là, on a beaucoup parlé des investissements sur les grands gabarits, sur les liaisons interbassins à grands gabarits, qui est un sujet lourd, puisqu'effectivement, créer une liaison grand gabarit est extrêmement coûteuse. Aujourd'hui,
quand on veut parler de navigation sur les grands réseaux comme le Rhône ou la Seine, on ne peut pas sortir du bassin de la Seine ou du bassin du Rhône avec des bateaux qui sont au gabarit des écluses de ces réseaux-là, de cet itinéraire-là. Par contre, on peut aller avec un bateau Freycinet, ce qui est une norme qui a été fixée à la fin du 19e siècle. On peut aller dans toute l'Europe. Nous avons des adhérents hollandais, néerlandais, qui régulièrement font la liaison entre Sète et Amsterdam. Ce qui fait que nous avons effectivement, d'une part, des investissements très lourds à mettre dans la création de nouvelles infrastructures comme le canal Seine-Nord, largement supporté et aidé par l'Europe. Nous n'en avons pas eu les moyens et c'est vrai qu'il y a eu un arrêt sur le Rhin-Rhône. Et je pense qu'on peut imaginer, comme dans le rapport Durand, que dans une cinquantaine d'années, on le remette sur le tapis, mais il ne faut pas rêver. Aujourd'hui, le réseau fluvial français est en fait constitué de 60% de canaux au gabarit Freycinet. Aujourd'hui, si on veut parler de relance de transport fluvial, il faut intégrer l'ensemble du réseau. Et il faut intégrer toutes les opportunités pour les territoires. Justement, on parle de territoire. Quand on parle de territoire, ben justement, on sort un peu de cette logique de grands axes maritimes. Aujourd'hui, on a des opportunités de liaison sur une surprise, on va dire, j'appellerais ça une surprise sur ce qui se passe à Bordeaux. Enfin, j'y ai personnellement cru, puisque ça fait quand même 20 ans que je travaille sur la question du transport sur le réseau sud-ouest. Mais la surprise, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on arrive à une conjonction de volonté, à une conjonction d'opportunités, de volonté des chargeurs, de volonté des collectivités, de volonté du port maritime, parce que là, il s'agit effectivement d'une liaison fluviale avec un port maritime pour relancer du transport sur un réseau qui n'a pas vu de transport depuis les tout derniers bateaux, les années 2000. Je veux aussi rappeler que le pic du transport, là où il y a le plus de transport de marchandises sur le réseau fluvial français et européen, c'est pas au 19e siècle, c'est en 1974. Ça veut dire que c'est dans notre mémoire, c'est encore vivant. Ça s'est écroulé très très rapidement et effectivement c'est aussi écroulé parce qu'il y avait un retard et qu'à un moment quand c'est arrivé, la vague est arrivée par derrière et on a redécouvert en fait qu'il y avait un déficit d'entretien et que effectivement économiquement peut-être le fluvial n'a pas suivi l'évolution des transports, il n'a pas su s'adapter aux nouvelles données du transport de marchandises. Aujourd'hui, on en est à moins de 2%, à moins de 3% de transport, entre 2 et 3% de marchandises transportées par la voie d'eau. Dans les années 80, le pourcentage était à 8%. Vous voyez ce qu'on a perdu quand on compare par rapport à la quantité de marchandises transportées. Donc, effectivement, aujourd'hui, ce que peut chercher à faire, c'est à rapporter, à donner de la valeur ajoutée au fluvial dans des réseaux qui aujourd'hui ne sont plus fréquentés par rapport à des métropoles comme Lyon, comme Bordeaux, comme Toulouse, Reims, Lille. Mais là, vous avez le quart nord-est, comme vous pouvez le voir derrière moi, le quart nord-est est très occupé, a un réseau justement très dense. Le reste du réseau, effectivement, il ne faut pas se leurrer. On ne va pas remplacer le transport routier par le transport fluvial. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de faire de la multimodalité et de l'intermodalité, c'est-à-dire d'utiliser le meilleur moyen de transport au meilleur endroit. Et c'est vrai que nous avons une infrastructure aujourd'hui qui existe, en l'occurrence, elle est là. Elle n'est pas à créer. Et il faut la régénérer, et c'est un petit peu la politique qui a été mise en œuvre depuis la loi L'Homme, c'est une politique de régénération. Et régénérer le réseau fluvial français et européen, quel qu'il soit, que ce soit le grand gabarit ou le petit gabarit, coûte moins cher que de créer des grandes infrastructures. On n'a plus les moyens de créer des grandes infrastructures. Donc c'est là-dessus qu'il faut se cibler, c'est aller rechercher partout dans les territoires, partout où il y a une voie d'eau, partout où il y a une ville, qu'est-ce qu'on peut faire pour basculer une petite partie peut-être, mais une partie à haute valeur ajoutée de la marchandise, de la voie d'eau, de la voie routière vers la voie d'eau. C'est ça qu'il faut faire. Et on ne va pas toucher, surtout, je voudrais aussi insister sur le fait qu'il ne s'agit pas ici, comme pendant un certain temps, de tirer à vue sur le transport routier. Nous avons besoin du transport routier. Il ne faut pas se leurrer. Le transport routier restera toujours le premier transport, parce il est le plus simple, il est le plus facile. Mais il y a les inconvénients que l'on connaît, les inconvénients dont on va parler en termes d'environnement et d'écologie. Alors justement, vous avez abordé le canal Seine-Nord. On a une question d'un internaute, Joseph, qui est habitant en Picardie, et qui demande sur ce canal Seine-Nord, qui est en cours de création et qui a coûté plusieurs milliards. Est-ce que dans le contexte actuel,
ce projet a encore du sens. Stéphane Saint-André, vous avez participé à ce projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Ce projet a effectivement du sens, notamment en termes d'environnement, puisque alors ça ne remet pas en cause ce que vient dire Jean-Marc Samuel. C'est pas parce qu'on fait de grandes infrastructures qu'il faut abandonner le réseau secondaire. Au contraire, il faut améliorer le réseau secondaire pour rabattre aussi sur ces réseaux à très grand gabarit. Le canal Seine-Nord, c'est un canal qui permettra de faire circuler des barges de 4400 tonnes et qui équivalent environ à 200 camions. Donc c'est 3 km de camions mis bout à bout en moins, notamment sur l'autoroute A1. C'est donc en matière d'environnement quelque chose d'important, mais c'est quelque chose d'important aussi pour la logistique en France, puisque ça va créer certainement beaucoup d'emplois le long de ce grand canal, notamment sur des plateformes logistiques et sur des plateformes multimodales. Il faut savoir que les grands ports de l'Europe du Nord sont aujourd'hui sursaturés en termes de stockage, et c'est la raison pour laquelle ce projet, qui effectivement a coûté 4,5 milliards d'euros, est financé à 40% aujourd'hui, 42% pour être précis, par l'Europe. On est passé de 6 à 42% parce que l'Europe a vu effectivement un vrai intérêt. Et les Américains ont indiqué depuis très longtemps maintenant, et les Chinois également, à Voies navigables de France, que lorsque ce canal Seine-Nord serait créé, dorénavant, ils allaient privilégier l'entrée au fluvial par le grand port maritime du Havre ou par Dunkerque et ne plus aller sur les grands ports de l'Europe du Nord. Donc c'est très important, y compris pour le développement de nos ports maritimes. Donc il y a là un vrai enjeu, et c'est en termes de travaux l'équivalent du canal de Panama. Alors, on a une deuxième question, merci, sur ce même sujet qui suscite de l'intérêt, d'Olivier. Et il pose la question que si c'est une manière, en aménageant tous les réseaux navigables de France, qui ont été délaissés, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure au fil du temps, d'éviter une concurrence mortifère entre l'aménagement de la Seine à partir du Havre et le canal Seine-Nord. C'est-à-dire ? Je n'ai pas Olivier en ligne, c'est sa question telle quelle. Est-ce qu'il sous-entend qu'il y aurait une concurrence entre l'aménagement de la Seine à partir du Havre et le canal Seine-Nord? Non, il n'y a pas, au contraire, je veux dire, l'aménagement de la Seine entre le Havre et Paris et entre le Havre et la connexion au canal Seine-Nord n'est pas en concurrence, c'est tout à fait complémentaire, puisque on va aménager la Seine pour que justement il y ait une continuité jusqu'à la fin du canal Seine-Nord. Canal Seine-Nord Europe d'ailleurs, l'idée c'est qu'il aille après au-delà de notre pays. Donc il n'y a pas de concurrence du tout. Merci. Alors si je peux rajouter un élément, je vous dirais que toute cette question de grande liaison, ce n'est pas qu'une question de flux. Derrière ça, vous avez aussi le fait que pendant des décennies, le réseau français a quand même beaucoup fonctionné en vase clos. Si vous prenez la Seine, si vous prenez le Rhône, beaucoup moins le Rhin et la Moselle, effectivement. Et on se rend compte de plus en plus que si on veut aujourd'hui changer de braquet et redonner tout son dynamisme au transport fluvial et à la voie d'eau, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir aux autres secteurs, il faut s'ouvrir aux autres méthodes de travail, de raisonnement. Et c'est un peu aussi un des intérêts de Seine-Nord, c'est d'ouvrir un bassin fermé, le bassin de la Seine, au bassin européen et on va dire à toute la richesse du tissu fluvial européen. On en voit même déjà les effets aujourd'hui, avant même que le canal soit effectif. C'est qu'il y a déjà des échanges
au niveau du secteur professionnel de la voie d'eau, de professionnels, que ce soit allemands, néerlandais, belges, qui se positionnent notamment sur le bassin de la Seine, alors qu'ils ils ne l'auraient pas fait avant. Et cette ouverture, ce dynamisme, je pense, est très important pour renouveler le fluvial en France. Alors justement, je voudrais qu'on parle des opportunités économiques et donner la parole à Marie Pentier. Le transport fluvial, il a un coût nettement moins élevé que celui de la route en France, puisqu'il est déterminé, mais Jean-Marc Samuel nous le confirmera, que par le CNBA en 2015, 4 fois moins cher que le transport par camion. Et cette économie peut permettre de rendre plus compétitives les territoires. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point de situation, Marie, sur les entreprises? Je crois que vous avez des initiatives d'ailleurs qui existent en ce sens sur votre territoire. Tout à fait. Alors, je vais arriver avec un retour d'expérience sur le canal de la Garonne. Qui est un canal qui dessert, qui traverse le Lot-et-Garonne, qui va jusqu'à Toulouse, et là où je travaille, donc dans une zone d'activité au cœur du Lot-et-Garonne, on a beaucoup d'entreprises qui ont montré des intentions de vouloir envoyer leurs marchandises sur le canal pour faire redescendre leurs marchandises sur Bordeaux. Donc, cet élan en fait est parti d'industriels principalement du secteur du déchet, avec notamment Valorégène, une entreprise du recyclage de plastique. Nous avons aussi Soregum, une entreprise qui valorise du pneu. Aliarec, là on est plus sur des déchets de ferraille. Ensuite, nous avons une entreprise du BTP, une entreprise de l'agroalimentaire. Donc, plusieurs entreprises du Lot-et-Garonne qui ont montré leur intention d'envoyer des marchandises sur la métropole de Bordeaux, principalement, et qui se sont regroupées pour montrer leurs intentions. L'objectif, dans leur cas, c'était d'utiliser le canal dans l'État. Donc, comme Nathalie Steg le disait, on a beaucoup de retard à rattraper. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui n'ont pas été menés, notamment là sur le canal de la Garonne, où le canal s'est envasé. En 1970, des transporteurs chargeaient jusqu'à 500 tonnes de marchandises. Aujourd'hui, VNF nous garantit un tirant d'eau qui nous permet de charger jusqu'à 200 tonnes. Donc, on est à 2 fois moins de capacité, et c'est pour ça qu'il faut aussi repenser complètement les marchandises qui peuvent être transportées. Autant avant, on était principalement sur des céréales, du gravat, des matières qui ont finalement peu de valeur ajoutée. Il faut en transporter beaucoup pour que ça soit rentable économiquement. Donc là, ce qui nous a poussé à investir plus cette question dans le Lot-et-Garonne, c'est que ça soit des chargeurs qui aient une marchandise à plus haute valeur ajoutée. Donc là, on parle de déchets, on parle de matières agroalimentaires déjà transformées qui ont justement besoin d'un peu moins, il y a besoin de moins de tonnes sur un bateau pour pouvoir faire en sorte que ce transport soit rentable. Là, ce qui se passe au niveau d'Amazon, donc sur notamment la communauté de communes du Confluent et des Coteaux du Pressas, c'est que alors j'ai perdu ce que je voulais dire. On a des entreprises qui se sont regroupées au sein d'une alliance, donc l'Alliance Compa 47, où l'idée c'est de faire en sorte que ces chargeurs montrent leurs intentions, se regroupent ensemble, car ce qui va aussi permettre
à ce mode de transport d'être économiquement rentable, c'est d'optimiser le double fret, donc les allers-retours sur le canal de la Garonne. Donc c'est ce qui est important étant donné qu'on a que depuis longtemps le transport de marchandises n'est plus le mode de transport des entreprises, c'est qu'il n'y a pas cette optimisation des allers-retours. Il va y avoir une entreprise qui va exprimer son objectif, une autre qui va l'exprimer ailleurs. Elles ne vont pas être connectées et on ne va pas pouvoir imaginer comment optimiser cet aller-retour. Donc l'Alliance a été créée en ce début d'année pour justement être l'endroit où des chargeurs puissent enfin se connecter entre eux et imaginer comment optimiser ces allers-retours. Merci. Alors, comment justement être attractif pour les entreprises et leur faire adhérer à ce mode de transport innovant et vertueux? Jean-Marc, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments de réponse sur ce sujet? Alors déjà, vous avez dit le premier mot, c'est le mode vertueux, c'est-à-dire que toute entreprise digne de ce nom fait de la prospective et c'est très bien qu'on ne pourra plus fonctionner dans 10 ans comme on fonctionne aujourd'hui. Donc les plus aventureux sont prêts à tenter le fluvial, sachant que quand même pour dire que le fluvial est moins cher, ça dépend, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Le fluvial, il peut être aussi beaucoup plus cher que le camion. Ça dépend de quoi vous parlez, ça dépend de quel volume vous parlez, ça dépend de quelle marchandise vous parlez. Donc c'est assez complexe. On ne peut pas affirmer que c'est moins cher. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est plus vertueux par contre. C'est plus vertueux parce qu'effectivement, il y a déjà, j'ai retrouvé une vieille affiche de Monoprix qui déjà, c'est des annonces il y a une vingtaine d'années pour avoir recours au fluvial. Ensuite, on a Franprix qui a fait pareil. Une entreprise qui utilise le fluvial sait qu'elle est dans la bonne démarche. On émet entre 4 et 7 fois moins de CO2. On consomme d'autant moins de carburant. Je vais vous dire un petit exemple. Moi, j'ai un bateau qui est un bateau un peu particulier parce que c'est un bateau qui est de la taille du canal des Deux Mers, c'est-à-dire un bateau qui est ancien, évidemment, puisqu'on n'en construit plus depuis très longtemps des bateaux. Et écoutez, le moteur de mon bateau a exactement la même puissance que le moteur de ma Clio. D'un côté, vous poussez 1 tonne, de l'autre côté, vous transportez 190 tonnes. Donc, quand on a dit ça, on a tout dit. On a une économie d'énergie qui est fantastique grâce au fluvial. Donc ensuite, effectivement, vous avez qu'est-ce qui va pousser une entreprise à l'utiliser? Bon, il y a par exemple quelque chose qui est très intéressant, c'est le colis lourd. Alors vous avez dans les canaux tels que le canal du Midi, je parle d'expérience, j'ai transporté un transformateur de 100 tonnes sur un canal qui n'avait plus vue de transport depuis 40 ans. Et j'en transporterai un encore dans 2 mois. Vous voyez, les transports exceptionnels sont des transports qui peuvent passer partout et qui évitent et qui soulagent les routes. Et ça vous parle tout de suite. Ensuite, il faut regarder marchandise par marchandise et itinéraire par itinéraire, origine-destination. Effectivement, l'un des gros problèmes que l'on a sur notre réseau, c'est le manque d'infrastructures, l'abandon de toutes les infrastructures, l'abandon des quais, l'absence de moyens de chargement, qui est l'absence de zones de déchargement, l'absence de foncier en bord à voie d'eau qu'il faut absolument sanctuariser pour le dédier au transport fluvial. Parce que quand vous arrivez quelque part et qu'il n'y a pas de quai, qu'il n'y a pas de grue et qu'il n'y a pas de hangar pour stocker les marchandises, ben vous pouvez rien faire. Vous pouvez toujours faire ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Donc il y a un gros effort à faire dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut peut-être refaire un petit coup de balancier en arrière. On a beaucoup dit que les villes se réappropriaient la voie d'eau. Elles se sont réappropriées pourquoi? Pour faire des guinguettes en bord de voie d'eau, pour donner les quais à Paris pour se promener en vélo ou faire des restaurations rapides ou des restaurants où passer des belles soirées. Mais les quais, si vous les supprimez pour les bateaux, ben on ne pourra plus les charger. On ne pourra pas faire du report modal. Donc il y a un très gros effort à faire. Ça, c'est que les villes, il faut qu'elles se comprennent que leur foncier en bord à voie d'eau, leur quai, c'est très bien pour la promenade, c'est super pour se faire plaisir, mais il faut travailler pour qu'on puisse superposer les activités, comme ça s'est fait d'ailleurs à Paris, où en même temps on peut avoir une cimenterie, et en même temps, quand c'est fermé, en dehors des horaires, eh ben, vous pouvez passer à côté en vélo et à pied. Donc c'est vraiment il faut se réapproprier la voie d'eau dans le sens de l'utilisation de l'infrastructure de transport, que c'est comme ça que l'on appelle une voie d'eau. Toutes les entreprises qui sont en bord à voie d'eau, on va les chercher. Et je dois vous dire que nous lançons en ce moment une étude conjointement entre la Fédération Agir pour le fluvial et Entreprises fluviales de France sur le réseau national
pour justement identifier ces flux et apporter cette connaissance d'une part aux collectivités et d'autre part à VNF dans le sens de pouvoir optimiser et cibler les investissements au meilleur endroit. C'est un peu la démarche qui est en route et c'est comme ça qu'on va découvrir et aller chercher et identifier les entreprises qui seront intéressées par la voie d'eau. Alors justement, vous avez parlé du tourisme aussi. Est-ce qu'il y a une concurrence qui peut exister entre le tourisme, qui a un poids économique? VNF a fait des études de 1,4 milliard d'euros. Ça représente 6100 emplois directs en France et 15,8 millions de journées passagers. Entre le tourisme fluvial et le fret fluvial. Philippe, vous pouvez nous éclairer là-dessus? Je peux vous exprimer là-dessus si vous voulez, hein, quand vous voulez. Philippe, je vous laisse la parole. On ne vous entend pas, Philippe. Philippe, on ne vous entend pas. Vous pouvez placer votre micro. Je voudrais rebondir à ce que vient de dire Jean-Marc Samuel, avant de parler du tourisme et du fret. Nous sommes là sur le fil du rasoir, c'est-à-dire que où il y a un réchauffement climatique, ou il n'y en a pas. Je pense qu'il y en a. Donc, s'il y en a, certains même nous disent que c'est déjà trop tard. D'autres nous disent que c'est dans quelques années. Donc, ça nécessite quand même une prise de conscience au plus haut niveau de l'État, mais des États, de manière à mettre en œuvre des principes de transport plus vertueux. Là, on parle du fluvial. Et le fluvial, il faut le prendre à deux niveaux. Le fluvial avec les transports massifiés, comme c'est possible sur ce qui sera possible sur le canal Seine-Nord, ce qui est possible sur la Seine, ce qui est possible sur le Rhône, ce qui est possible sur le Rhin, et qui n'est pas possible sur les petits canaux que nous avons et qui sont laissés un peu à l'abandon. Et c'est possible aussi sur certains estuaires, comme l'estuaire de la Gironde, où il n'y a quasiment aucun bateau fluvial, et sauf sur la Garonne à Bordeaux, où après 17 années d'énergie dépensée, on est arrivé quand même à faire imposer un petit réseau de bateaux-bus de trois bateaux, alors qu'on a là le potentiel pour relancer la machine avec le transport fluvial qui a été à l'honneur il y a encore 50 ans à Bordeaux. Le transport fluvial, au-delà du transport qu'il utilise, c'est un secteur qui est éminemment créateur d'emplois. Pourquoi? Parce que plus on met de bateaux sur l'eau, que ce soit des péniches, des barges avec des pousseurs, plus vous avez de métiers qui se greffent sur ces sujets-là. On a besoin de mettre à sec les bateaux régulièrement pour faire les entretiens, les visites, pour réparer les avaries éventuelles. On a besoin de chaudronniers de marine, on a besoin maintenant d'informaticiens, de matériel informatique embarqué, enfin de quantité de métiers à forte valeur ajoutée. Et donc plus nous allons mettre de bateaux sur notre réseau fluvial et fluvio-maritime, plus il y aura d'emplois connexes qui seront agrégés à cette dimension-là. En plus, puisqu'on en parlera tout à l'heure, mais je vais à peine effleurer le sujet, c'est l'histoire des énergies nouvelles et de la transition énergétique. Effectivement, sur Bordeaux, le port travaille, on commence à être bien avancé, on a même eu des fonds importants de l'Europe, on en attend d'autres, et nous avons déjà signé des conventions avec des entreprises pour développer la filière hydrogène. Nous avons à Bordeaux, enfin à côté, sur Ambès, le bec d'Ambès, les gens connaissent, hein, c'est la pointe où se marient la Dordogne et la Garonne pour former la Gironde. Nous avons une usine qui fabrique qui s'occupe de créer des produits qui blanchissent la pâte à papier. Eh bien, le déchet fatal de cette entreprise, c'est l'hydrogène. 3000 tonnes par an qui partent en vapeur d'eau dans l'atmosphère. Bon, donc ça, c'est un sujet sur lequel nous travaillons et de manière arc-boutée parce que nous allons récupérer cet hydrogène qui permettra à terme de faire de Bordeaux aussi
un port de rétrofit. C'est-à-dire que le rétrofit, c'est prendre un bateau avec une motorisation carbonée et essayer de lui mettre, enfin pas essayer d'ailleurs, lui mettre une alimentation électrique avec des piles à combustible à hydrogène et avec son hélice qui tourne avec un moteur électrique. Par exemple, moi qui connais bien le bateau de Jean-Marc Samuel, son bateau est tout à fait éligible au rétrofitage. Tout à fait. Et vous avez des quantités de péniches de gabarit Freycinet, 38,50 m, qui le sont aussi, et des pousseurs, etc., etc. Et donc le fluvial aujourd'hui, au-delà de la gestion des transports lourds, c'est un formidable outil de développement du territoire et qui doit nous amener à parler, alors ça, on laissera aux politiques le soin d'en parler, mais à travailler peut-être sur un troisième niveau de décentralisation en France, car à mon sens, le maillage pour faire les circuits courts, pour travailler sur ces circuits, sur l'économie circulaire, pour essayer de faire en sorte qu'un fret local puisse circuler par la voie d'eau, eh bien, c'est un sujet qui est éminemment local. Donc, il va falloir que nous travaillions ensemble pour que le local fasse le global. Mais nous aurons besoin du global. Alors, le global, c'est quoi? C'est l'Europe, c'est l'État, etc. Pour que le global aide le local à développer des activités comme vient de parler comme ce qui a été cité par Marie Pentier, par exemple, comme ce que fait Jean-Marc Samuel et bien d'autres personnes dans notre pays. Voilà, à mon sens, la base aujourd'hui sur laquelle nous sommes, et ça nécessitera une prise de position politique importante des décideurs pour mettre en œuvre vraiment un plan national, voire européen, de la réactivation des voies d'eau en fonction de la capacité de la voie d'eau. Il n'est pas question sur le canal du Midi ou de Mer ou de Garonne de mettre en œuvre les transports qui ont lieu actuellement sur le Rhin ou sur le futur canal du Rhône, de Seine-Nord. Voilà. Pour le fluvial et très rapidement, pour l'histoire du tourisme, heureusement, quelque part, que VNF, qui fait un travail formidable. Moi, je ne veux pas lancer la pierre sur VNF, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne, ni plus ni moins. Bon, l'argent ne tombe pas comme ça. Bien, le tourisme, effectivement, a permis, malgré tout, sur certains canaux, eh bien, de continuer à faire vivre la voie d'eau. Bon, il n'y a pas que le tourisme. Sur le canal de Garonne ou sur le canal des Deux Mers, le canal des Deux Mers, c'est la connexion entre le canal de Garonne et le canal du Midi, qui permet d'aller à Bordeaux quasiment jusqu'à l'étang de Thau. Eh bien, une des principales recettes de VNF, c'est l'eau, notamment avec les syndicats d'arrosage qui tout le long du canal arrosent les maïs, etc., etc., etc. Bon. Voilà, donc il y a plusieurs types de rapports pour que l'eau rapporte, enfin en tout cas, mais il y a aussi, et maintenant de plus en plus dans notre secteur, nous en ce qui concerne Bordeaux, eh bien ce qu'on appelle les croisières fluviales avec des paquebots fluviaux, comme vous connaissez tous. Nathalie Stey connaît ça par cœur sur le Rhin, sur le Rhône, avec les long ships, 115 mètres de long, qui sont des paquebots fluviaux qui partent pour une semaine, avec souvent des personnes qui viennent des États-Unis ou d'Australie. C'est des belles croisières qui coûtent cher, mais déjà, ces croisières-là rapportent par induction, puisque nous avons créé des emplois au grand port maritime, mais aussi dans les entreprises connexes qui s'intéressent au chantier naval, nous avons créé des emplois pour entretenir ces bateaux qui n'existaient pas autrefois juste à Bordeaux. Donc voilà, effectivement, le tourisme, de toute façon, restera une constante pour le développement économique de nos voies d'eau. C'est le maillage, surtout, qui est important, et la réutilisation du voie d'eau au quotidien dans les territoires pour des actions modestes, mais qui seront des actions vertueuses.
Merci Philippe. Alors juste, je voulais vous rappeler plusieurs éléments avant qu'on continue ce débat pour justement traiter du réseau navigable, un avenir pour le transport. Déjà, vous rappeler qu'on peut poser des questions au 06 67 90 85 16. On a déjà plusieurs questions encore qui sont arrivées en direct. Et vous informer du fait que des gens sont connectés d'Angleterre, de Belgique, d'Italie. Donc, vous montrer que cette question vraiment concerne des personnes de toute l'Europe. Je vous propose qu'on fasse une petite pause avant de partir parler des réseaux, des transports vertueux, des réseaux navigables. Donc voilà, on va maintenant parler du transport vertueux qui sont les réseaux navigables et leur avenir. Tout d'abord, vous l'avez déjà évoqué précédemment, ce développement est une technique qui est pertinente au regard de sa faible consommation énergétique par tonne transportée. Puisqu'il a été démontré qu'on pouvait le réduire jusqu'à 70% selon le type de navire par rapport au transport routier. Donc cela diminue les émissions de gaz à effet de serre qui sont réduites. Du coup, ça nous montre aujourd'hui, dans le contexte actuel, l'urgence climatique, que c'est un mode de transport pour l'avenir. Jean-Marc, Samuel, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus, sur les vertus de ce mode de transport? Il a été coupé. Stéphane Saint-André, je vois que vous avez demandé la parole. J'ai raté la question. Par rapport vous nous entendez? Oui, pardon, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Vous aviez le micro coupé. Oui, excusez-moi. C'était juste pour revenir très rapidement sur deux ou trois choses sur le chapitre d'avant. D'abord sur les finances. Vous dire, Philippe Dort a précisé que VNF faisait ce qu'il pouvait. Effectivement, étant un établissement public administratif de l'État, nous n'avons pas la capacité d'emprunt. Et donc, on peut dépenser que ce que l'État nous donne. Nathalie Sté l'a précisé tout à l'heure. Effectivement, cette année, il y aura 300 millions d'euros, un peu plus, même 321 millions d'euros pour les investissements. On a quasiment doublé cette capacité d'investissement. C'est important et j'espère que cela va durer. Ça n'était pas arrivé depuis plusieurs décennies. Donc ça, c'est la première chose concernant les finances. Sur la deuxième chose, on parlait tout à l'heure de transport de grand volume. Un exemple, on transportait et on transporte encore des morceaux entiers d'Airbus sur le fleuve. Les magasins Franprix, quelqu'un en a parlé, les magasins Franprix de Paris, effectivement, sont livrés par la voie d'eau. Et j'insiste là-dessus, la voie d'eau va effectivement partout. Le maillage est complet. Ça nous permet d'aller au cœur des métropoles lorsqu'il s'agit de livrer du fret ou des magasins où, je pense au chantier du Grand Paris actuellement, on peut livrer des matériaux et en retour, eh bien, retirer les gravats. Donc la voie d'eau est extrêmement utile. Pour les magasins Franprix, le dernier kilomètre se fait avec des camions électriques. Et là, on parle bien de vertu. Et puis aussi, tout à l'heure, je parlais de 2300 villes traversées. Ça permet vraiment d'aller au cœur des territoires ruraux. Et on peut imaginer, au-delà du fret, au-delà du tourisme, eh bien, des péniches qui amènent la culture au cœur des territoires ruraux. Des péniches cinéma, des péniches opéra, des péniches exposition. Tout cela existe déjà, mais c'est un exemple qui me paraît important. Voilà ce que je voulais rajouter, je ne veux pas être plus long.
Merci. Alors justement, vous avez parlé des circuits courts. En quoi est-ce une opportunité, ces voies navigables? Jean-Marie Cambacérès, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le sujet, s'il vous plaît? Votre micro est coupé. Votre micro est coupé. Bon, pareil. Oui, je disais, je ne suis pas spécialiste pour répondre à votre question. Je pense que Jean-Marc Samuel dira mieux. Mais moi, j'avais dit cela au début de mon propos en introduction par intuition. Je pense qu'il n'y avait pas d'opposition entre la vision européenne et l'aménagement des territoires. Et je crois que les précisions qu'a donné Jean-Marc Samuel tout à l'heure pour l'aménagement du territoire et puis celles qu'a donné Stéphane Saint-André et Nathalie C vont enrichir ma pensée parce que nous sommes en train de faire avec Philippe Dort un petit livre sur tous ces problèmes, mais pas uniquement celui du transport mais aussi fluvial, mais aussi de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Et tout ça, ça va beaucoup nous servir parce que ça nous donnera des exemples précis. Et donc, ça m'a bien montré qu'il n'y avait pas d'opposition entre vouloir faire un ou deux grands investissements pour nous connecter au réseau européen et puis aménager, au contraire, tout celui qui va irriguer l'ensemble du territoire et notamment sur le plan économique, parce que je pense que économie, entreprise et aménagement du territoire sont liés. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, mais je ne suis pas un spécialiste, donc je préfère laisser Jean-Marc Samuel ou Stéphane Saint-André répondre à votre question. Alors, avant de répondre à cette question, j'ai des internautes, une question d'Antonin de Poitiers qui demande « Pourrions-nous réaménager les nombreux moulins pour produire une énergie verte ?» Nathalie Sté. Je peux vous dire qu'il y a déjà des recherches, enfin, pas des recherches en ce qui concerne les écluses, l'énergie de l'eau qui traverse les écluses, qui a des canaux de dérivation, si vous voulez. Je crois qu'il y a eu des expériences pour récupérer l'énergie. Je crois que Marie allait nous parler de quelque chose sur la Garonne aussi. Je la laisse parler. Marie, par rapport au moulin. Alors, par rapport au moulin, je ne vais pas avoir tant d'éléments de ça à donner. Plus par rapport au circuit court. Oui, parle-nous des circuits courts, c'est très bien. Désolée, du coup, je ne vais pas répondre à la question de cet internaute qui me paraît tout à fait intéressante, mais j'aimerais bien aussi avoir la réponse. Marie, excuse-moi, je peux dire deux mots, moi, sur les histoires des moulins. Ce n'est pas tellement les moulins qui ont été utilisés sur les voies d'eau pour faire de l'électricité. Oui, il y en a des moulins. On a utilisé surtout certaines écluses sur le canal d'Amenet, c'est-à-dire que une écluse, quand on est sur une rivière canalisée, c'est-à-dire sur une rivière qui n'est pas navigable à l'origine, sur laquelle on fait des barrages pour faire des biefs, et sur le côté du barrage, on fait un petit canal qui nous fait passer dans une écluse pour aller plus bas ou quand on remonte pour aller plus haut. On a sur ces rivières navigables qui ont été laissées à l'abandon, je parle par exemple de la rivière Lille qui part de Libourne et qui remonte en Dordogne, à un moment donné même sur la Béise, hein, qui est une petite rivière qui est en Lot-et-Garonne. On a utilisé certaines de ces écluses pour y mettre dessus des usines, des petites usines qui produisent de l'électricité avec l'eau que l'on faisait passer dans une roue, etc. Ce qui était peut-être très bien, mais qui risque de poser un problème aussi à terme, car si l'on veut remettre en état certaines rivières canalisées et sur lesquelles les écluses sont équipées maintenant d'un petit système hydroélectrique pour créer du courant, on ne pourra pas faire les deux. Donc, il faudra récupérer l'écluse pour y remettre des portes, et puis voilà. Donc, mais effectivement, on produit de l'électricité sur les anciennes écluses qui aujourd'hui ne servent plus sur certaines rivières canalisées. Merci. Marie, vous vouliez nous parler de Garonne Fertile, il me semble. C'est une initiative très concrète sur les circuits courts.
Oui, tout à fait. J'invite d'ailleurs les internautes à se connecter sur le site garonnefertile.org qui leur permettra d'avoir plus d'informations sur ce projet qui est une initiative privée avec un collectif composé à la fois de producteurs, de coopératives, de transporteurs et de territoires qui souhaitent mettre en avant le transport fluvial pour la filière agroalimentaire. Donc là, ça part notamment d'une entreprise Manger Bio Sud-Ouest, qui est une entreprise de la zone d'activité de la confluence basée à Damazan, qui va charger des produits agroalimentaires en début mai pour les faire redescendre à Bordeaux et desservir la restauration collective. Donc, à travers cette ambition-là, il s'est entouré en fait de plusieurs ses clients, d'un transporteur, donc Jean-Marc Samel, qui nous fait bénéficier de sa péniche pour le transport de ses marchandises. Les territoires aussi se sont regroupés pour soutenir cette initiative et à travers ça, on souhaite mettre en avant la production locale. Donc aussi, les producteurs sont invités à charger leurs produits sur la péniche. Donc on redescend d'Amazon, on va à Méhans-sur-Garonne, Langon, et ensuite on va directement sur Bordeaux où il y aura un déchargement à la fois sur le ponton d'honneur et sur les bassins à flot du Grand Port Maritime de Bordeaux. Donc là, c'est une initiative très concrète qui permet aussi de tester en fait tout ce qui va être le premier et le dernier kilomètre, les ruptures de charge, donc tous ces coûts qui ne sont pas effectifs quand les entreprises passent par le transport routier. Et là, c'est vrai qu'il y a tout un modèle économique à construire, à penser avec les chargeurs et avec les transporteurs, avec les territoires. Et c'est ce qu'on essaie on essaie de tous se confronter à cette nouvelle logique-là à travers des voyages pilotes comme le premier sera mené en mai prochain. Merci. À noter que ce voyage est quand même fait avec le soutien de VNF. Donc on a quand même cette particularité, cette chance, on va dire, justement, de voir tout le monde réunir autour de ce projet, que ce soit aussi bien le gestionnaire de l'infrastructure que les métropoles, que la région, que le port de Bordeaux et que le territoire. C'est ça, là, on parle vraiment d'une initiative de territoire qui peut se reproduire à l'infini sur tous les territoires et sur toutes les portions de canal, quel que soit le lieu, en France ou en Europe. C'est ça. Pour revenir très rapidement sur le souci, la question posée concernant la cohabitation entre les plaisanciers et le transport fluvial, sachez que les plaisanciers sont les premiers à défendre le retour du transport fluvial parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où un bateau chargé passe, tous les bateaux passent derrière, vous avez le service, vous avez l'infrastructure en bon état. Donc il n'y a pas de concurrence, il y a de la complémentarité, tout le monde est conscient qu'on a besoin de l'autre. Alors justement, on a une question d'Élie de Perpignan qui demande quels sont les artifices techniques et financiers environnementaux à mettre en place. Alors, il a peut-être un présupposé pour attirer et intéresser les entreprises. Nathalie, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, je ne sais pas trop de quelle... Sa question est très vaste. Il faut quand même vraiment, je pense, segmenter en fonction du type de flux. Mais si, par exemple, on parle de logistique urbaine, on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a des solutions qui émergent, qu'on n'aurait pas pu voir ne serait-ce qu'il y a 20 ans, parce qu'il n'y a pas que les paramètres économiques qui entrent en jeu. Regardez, là, depuis l'an dernier, par exemple, il y a une solution de logistique urbaine qui s'est mise en place à Strasbourg, où sur une petite demi-heure de navigation, en fait, c'est une barge qui ramène
alors des flux de messagerie. Alors, on m'aurait dit il y a encore 10-15 ans que le fluvial ferait de la messagerie, je me serais moqué de mon interlocuteur, je dois dire. Mais aujourd'hui, c'est des solutions qui sont tout à fait envisageables parce que... C'est-à-dire qu'on peut récupérer son courrier par voie navigable, c'est ça que vous indiquez? Non, pas tout à fait, mais on est en plein dans l'intermodalité, si vous voulez. Et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, l'accès aux villes par la route est de plus en plus difficile et que c'est justement un des premiers intérêts du fluvial, c'est que avec les voies navigables qui aujourd'hui sont quand même peu utilisées, ce sont de vrais boulevards, des voies royales dont bénéficie le fluvial pour accéder au centre-ville. Et là, dans le cas de Strasbourg, par exemple, c'est une solution qui avait déjà été imaginée à Paris, d'ailleurs. C'est d'utiliser le fluvial pour accéder au cœur de la ville. Et ensuite, la distribution se fait par des vélos cargo. D'accord. Alors, dans le cas de Strasbourg, ça permet quand même de transporter jusqu'à 180 kilos, de fret par vélo. Et en fait, ça permet de transporter de tout, hein, je veux dire, du pli de l'enveloppe au big bag de pavés. Parce que, par exemple, il y a eu comme ça un contrat de transport pour desservir un chantier qui était en plein centre-ville. Et le fluvial plus un vélo cargo permet en 2 heures de livrer 6 tonnes de pavés par jour directement sur le chantier et je dirais même directement à l'endroit du chantier où les pavés doivent être livrés. Et pour ce qui est ensuite de la messagerie, c'est des solutions qui sont envisagées de façon complète, c'est-à-dire qu'il y a une tournée de livraison, que ce soit des particuliers ou des commerces, et en retour, le cycliste récupère tout ce qui est emballage. Alors pour la petite histoire, c'est un service qui avait été lancé au départ, qui visait beaucoup le secteur de l'hôtellerie-restauration. On sait tous dans quel état est le secteur de l'hôtellerie-restauration aujourd'hui, mais en fait, ils se sont... comment dire, ils ont cherché des marchés qu'ils pensaient prospecter un peu plus tard, notamment celui de la messagerie. Et c'est aujourd'hui sur le secteur de la messagerie que ça fonctionne. Très bien. On voit aussi que on a parlé des circuits courts, des émissions carbone. Vous venez nous parler de la messagerie, ce qui paraît complètement innovant. Philippe Dort nous a parlé tout à l'heure de l'adaptation à des nouveaux carburants. On parle aussi de la réduction des coûts externes, des coûts sociétaux, puisque l'autoroute engendre également, enfin la route, le transport routier engendre également des coûts en termes de pollution, d'accidents, de congestion, de gêne sonore, et que le transport fluvial diminue ses impacts. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, je vois que c'est vous qui avez relevé la main. Allez-y, Nathalie. Oui, justement, j'embraye sur cette question juste pour une remarque, mais ça permet de bien visualiser les choses, on va dire. C'est vrai que quand on parle d'impact des transports, on pense en premier lieu émissions, mais imaginez l'accès à une ville. Aujourd'hui, en logistique urbaine, on parle beaucoup de décarboner les modes de transport, que ce soit des petites camionnettes ou des camions plus importants. On parle d'interdire le diesel en centre-ville. Mais il faut bien se rendre compte que tous ces efforts, ils ne règlent qu'une partie du problème. Je vois, il y a un peu plus d'un an, VNF avait organisé un séminaire sur tout ce qui est verdisation du transport et un intervenant extérieur avait montré une image tout à fait
tout à fait juste. Imaginez un accès dans une grande conurbation urbaine où on voit effectivement toutes les bretelles d'accès pleines de véhicules. Et posez-vous la question, est-ce que si maintenant tous ces véhicules, on leur mettait des moteurs électriques, est-ce que ça résoudrait le problème? Et on se rend bien compte que non. Donc, il y a vraiment effectivement la question de la motorisation, de la pollution atmosphérique, mais le fluvial, par la massification qu'il permet, et le fait d'utiliser une infrastructure qui est là et qui est quand même relativement disponible, offre aussi un autre type de réponse. Merci. Philippe, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, sur le sujet, effectivement, des circuits courts ou de l'utilisation des fleuves pour amener des produits lourds. Alors, moi, je suis content que Nathalie ait parlé de ce projet, enfin de ce qui existe apparemment, de vélo cargo. Nous sommes en train, avec la métropole de Bordeaux, je crois que Jean-Marc Samuel aussi connaît le sujet, de mettre en place un service de ce type-là. Mais, par exemple, un autre sujet qui intéresse le fluvial, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de petits sujets, c'est une multitude de petits projets, de petits sujets qui fera le global. Nous avons à Bordeaux, c'est un grand port maritime, nous avons des entreprises qui sont installées à la pointe du Verdon, c'est-à-dire à la pointe du Médoc, qui reçoivent, il y en a une qui reçoit 800 containers par an. Le problème, c'est que les containers sont déchargés à Bordeaux. Ils ne peuvent pas être déchargés au Verdon, le port de Verdon n'existe plus et il n'est pas équipé et ne serait pas rentable aujourd'hui, dans le modèle économique d'aujourd'hui, pour décharger ces containers. Alors aujourd'hui, les containers, ils passent devant l'entreprise qui en a besoin, ils voient passer leurs containers sur le bateau, sur le porte-container, il est déchargé à Bassens, qui est en face de Bordeaux. Et ensuite, les containers qui vont à cette entreprise, on les met sur un camion et on les fait remonter en haut du Verdon, c'est plus de 100 km, en camion, c'est quasiment une bonne heure et demie, voire 2 heures. Et donc, c'est totalement ubuesque. Alors, on est en train de travailler à la mise en place d'un navetage par barge qui pourrait transporter ces containers par la voie d'eau et donc de les ramener de Bassens au Verdon par la voie d'eau, par l'estuaire, par la Garonne et puis après par l'estuaire de la Gironde pour alimenter ces entreprises qui ont besoin de leurs containers. Ça n'a l'air de rien, mais c'est déjà 800 camions à l'année de moins. Donc c'est une solution de l'utilisation de la voie d'eau. Ça existe dans des fleuves français déjà plus équipés que le nôtre, mais enfin c'est quand même un sujet qui est à mettre à l'ordre du jour de manière à naveter, à faire des navettes avec des containers ou du fret lourd entre les points qui sont au bord d'une même rivière, d'un même fleuve ou d'un même estuaire. Merci. Alors, on a une autre question, je vous les pose au fur et à mesure qu'elles arrivent, de Christophe de Londres sur le tourisme fluvial, mais je vous les pose au fil de l'eau si j'ose ce jeu de mots, qui est de savoir quel est le budget consacré au tourisme fluvial en France. Est-ce que quelqu'un a une idée sur ce sujet? Ce que je sais, c'est qu'effectivement, depuis 2 ans, nous annonçons que le chiffre d'affaires du fluvial touristique était supérieur au chiffre d'affaires du fluvial transport de marchandises. Donc aujourd'hui, il faut comprendre qu'en France, il y a 50% des bateaux qui naviguent en France. Alors je sors un petit peu du tourisme, mais je parle de l'Europe un petit peu. 50% des bateaux qui naviguent de transport de marchandises qui naviguent en France ne sont pas français. Et plus de 70% des bateaux qui naviguent en France
en tourisme ne sont pas français non plus. Cela veut dire qu'on est vraiment sur un sujet international, un sujet européen. On ne peut pas effectivement considérer le fluvial par le petit bout de la lorgnette. Mais je crois qu'on est tous d'accord ici, c'est une espèce de complémentarité entre le local et les petits réseaux, l'approvisionnement des villes, la logistique urbaine fluviale, mais aussi sur les grands gabarits, sur les grands axes et le transport massifié. On est sur une très large palette d'activités économiques. C'est quelque chose qui a, pour ça, nous pensons que le fluvial est quelque chose qui possède un énorme potentiel de développement qui n'a pas été assez à travailler. Je pense que le retour sur investissement que l'on fait sur la voie d'eau, que ce soit sur un grand gabarit ou sur un petit gabarit, que ce soit sur un quai en ville ou que ce soit sur une liaison interbassin, on a un retour sur investissement très fort et c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler à partir d'aujourd'hui. Mais je vous propose justement qu'on aborde le dernier point de ce tour de table, à savoir les freins et les solutions, évidemment, peut-être à mettre en place. Les freins aujourd'hui de ce réseau navigable dont on a vu les multiples vertus. Et je vous propose qu'on le fasse après une courte pause. Donc, on aborde la dernière partie de ce webinaire autour du réseau navigable français, un avenir pour les transports vertueux. Nous avons reçu plusieurs questions des internautes. Je vous rappelle le numéro 06 67 90 85 16. Vous pouvez d'ores et déjà continuer à poser vos questions sur ce numéro de téléphone. Et on entame la dernière partie sur les freins de ce réseau navigable. On a vu qu'il y avait énormément de potentialités, de possibilités, d'opportunités. On a vu toute son histoire. Philippe Nord nous a rappelé que cela remontait au néolithique. Donc aujourd'hui, quels sont les freins du développement de ce réseau? Stéphane Saint-André, vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, il y a un frein qu'on connaît tous, hein, c'est évidemment, ça a été évoqué sans qu'on prononce le nom, c'est la rupture de charge. C'est-à-dire que pour amener une marchandise d'un endroit à un autre, à un moment donné, si on ne peut plus la transporter par le fluvial, il faut être en capacité, évidemment, de la remettre soit sur un train, soit sur un camion. Ce qui veut dire qu'il y a des efforts particuliers à faire, mais là, très souvent, en associant les collectivités territoriales, de créer des plateformes multimodales partout où c'est possible. Alors, il y a une convention qui a été signée là, il y a quelques semaines avec SNCF Réseau, entre VNF et SNCF Réseau, pour justement réfléchir à ce report modal, puisque la SNCF a évidemment une capacité un peu différente, hein, mais ce sont deux réseaux qui sont extrêmement complémentaires. Et donc, on regarde là où il y a des problèmes, là où il y a des facilités, et on va essayer bien, de travailler sur ce report modal. C'est vraiment le principal frein, parce qu'après, on vient de le développer. Il n'y a que des avantages à la voie d'eau. Il n'y a pas d'embouteillage. Le tout, c'est que, évidemment, le transport est un peu plus long, mais le tout, c'est de le savoir quand on l'engage. Le réseau est sûr, le réseau est sécurisé. Le problème, c'est vraiment la rupture de charge, à mon avis. Marie, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, alors à travers la dynamique qui est engagée dans le Lot-et-Garonne avec les chargeurs, on a pu se pencher sur leurs freins. Donc, eux, ce qui va les contraindre, en effet, ça va être toute cette rupture de charge et donc les coûts qui sont liés à cette manutention lors du premier, des derniers kilomètres. Maintenant, ce qu'il y a aussi, et on l'a dit précédemment, c'est que, étant donné qu'on n'a pas que les investissements n'ont pas été réguliers sur notamment le canal de la Garonne, il y a une profondeur
qui est assez faible, un tirant d'eau faible, qui ne peut pas permettre d'amener beaucoup de marchandises. Et donc là, c'est vrai que il y a des freins du fait qu'il faut trouver la rentabilité. Et donc là, l'objectif, c'est donc de connecter, comme je l'ai dit, au maximum des chargeurs qui ont des intentions de chargement pour développer le double fret. À savoir aussi qu'avec le réchauffement climatique, ce qu'on voit sur le canal de la Garonne, donc un faible tirant d'eau, ça va sans doute se voir sur d'autres canaux ailleurs. Et donc l'idée, c'est pas forcément d'investir au maximum pour redonner la profondeur qu'il y avait historiquement sur le canal, mais d'essayer d'investir, d'innover dans des barges, dans des pousseurs qui sont adaptés à ce faible tirant d'eau qui risque d'être d'être la norme demain avec le réchauffement climatique. Alors, ce tirant d'eau, si je comprends bien, il diminue la poussée et la rapidité des bateaux qui sont sur ces réseaux. Comment on fait pour l'augmenter, Philippe? Est-ce que c'est possible? Est-ce que oui, oui. Dites-moi. Oui, c'est possible. Bon, c'est les sédiments qui se sont déposés puisqu'il n'y a plus de circulation. Autrefois, les péniches, autrefois jusqu'à ce qu'il a dit Jean-Marc Samuel, c'est à la fin des années 90, tout à fait au début des années 2000, une péniche, c'était des moteurs qui tournent lentement avec des grandes hélices qui sont qui doivent faire 1 mètre de diamètre. Et lorsque les bateaux passent, ils font ce qu'on appelle l'autodragage, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui font leur chenal pour pouvoir avoir le tirant d'eau nécessaire. Donc, ça va nécessiter de toute façon, si on décidait de faire de la voie d'eau un enjeu national pour irriguer justement nos territoires sur tous les sujets, eh bien, ça nécessitera des investissements. Le principal frein que nous avons aujourd'hui, c'est, et je suis tout à fait d'accord avec Stéphane Saint-André, c'est effectivement le manque de plateformes multimodales. Ça, c'est quelque chose qui doit se mettre en œuvre. On parlait tout à l'heure du transport des éléments de l'Hermus. Alors, Stéphane, il n'y en a plus, c'est fini. Ça s'est arrêté depuis quelques mois maintenant et c'est bien dommage. On essaie de trouver des solutions pour que les barges qui amenaient ces Airbus puissent être réutilisées justement sur les sujets dont on a parlé tout à l'heure. Mais nous avions fait un grand quai à Langon, c'est-à-dire au bord de la Garonne, pour que ces éléments d'Airbus soient déchargés. Et là, il n'y avait qu'une intermodalité, c'était la route, puisqu'après, c'est un envoi exceptionnel très particulier qui allait jusqu'à Toulouse. Donc, moi, je pense que le sujet sur lequel nous venons de parler, il est indissociable de la remise en état du maillage diffus des voies ferrées françaises, dont une partie a été déposée même, bon, on n'en parlons plus, mais qui sont plus ou moins laissées à l'abandon, et sur la volonté aussi de mettre en œuvre un véritable plan sur la transition énergétique et notamment sur l'utilisation de l'hydrogène pour équiper le plus de bateaux possible. Ces 3 sujets, la transition énergétique, le transport ferroviaire et le transport fluvial et fluvio-maritime, doivent être perçus comme un enjeu fondamental pour demain qui doit nécessiter une forme de plan Marshall national, voire européen, pour injecter l'argent dont on a besoin pour mettre en place ce qui sera le modèle économique de demain. On ne peut pas aujourd'hui, ensemble, travailler sur le modèle économique de demain en copiant le modèle économique d'aujourd'hui. Ça coûtera de l'argent. C'est inéluctable, ça coûtera de l'argent. Aujourd'hui, apparemment, avec la crise sanitaire, alors que pendant des années, les dogmes de l'ultralibéralisme nous ont imposé les 3%, etc. Tout ça explose en vol, il y a des centaines de milliards qui coulent. On nous dit même que ce n'est pas un problème, personne ne paiera la dette. Enfin, tout est dit, on dit n'importe quoi de toute façon. Mais ça veut dire que quand même, la mise en œuvre de cette économie pour demain aurait coûté beaucoup moins cher. On en demandait
pas tant. Parce que ce qui sera investi aujourd'hui et qui nécessitera des investissements, mais aussi des investissements des entreprises, et d'accepter peut-être que la rentabilité au début ne sera pas forcément celle qu'elle est par la route, mais dans 10, 15, 20 ans, les investissements qui seront faits aujourd'hui, plus personne n'y pensera. Ce sera devenu tellement naturel. Donc c'est ça aujourd'hui la transition énergétique et l'urgence, si elle est réelle, si tout ce... Parce que j'ai horreur de la dichotomie, moi, entre le discours et l'action. Alors les effets de manche, en France comme ailleurs, alors là, pas de problème. Mais une fois que les effets de manche sont terminés, les mêmes qui font des effets de manche, quand vous leur parlez des projets que vous avez sur ces sujets-là, hop, on vous met, quel est votre modèle économique? Ben, écoutez, si c'est celui d'aujourd'hui, on arrête, on met des camions avec du pétrole, avec du gasoil, pas de problème. Donc c'est une prise de position politique réelle. On n'est pas loin des élections présidentielles en 2022. Celles et ceux qui seront candidats à la présidence de la République, c'est un sujet sur lequel ils devraient prendre à bras le corps et de s'engager sur cette mise en place de ce que j'appelle un plan Marshall, parce que ça veut dire que c'est un plan d'urgence, puisque nous sommes dans l'urgence. Alors voilà, et c'est ça qui fera que tout ce que nous venons de dire sera viable dans les 20 ans qui viendront, parce qu'il faut le temps qu'il faut. Il faut que le premier domino tombe, et après tout le reste tombera. C'est assez simple tout ça. Oui, parce que justement par rapport à ça, il faut quand même préciser que quand on parle d'investissement et de plan Marshall, en termes d'argent, c'est peanuts, c'est rien. Dans un budget national, ce qui manque pour régénérer totalement le réseau fluvial français, c'est quelques centaines de millions d'euros, c'est-à-dire rien du tout dans le budget français quand on regarde ce qui a été justement dépensé, mis sur la table pour sauver l'économie aujourd'hui dans ce cas de pandémie exceptionnel. Donc il ne s'agit pas de vider les caisses de l'État, il s'agit simplement de changer de regard sur le fluvial, il s'agit de donner aussi, et nous sommes en train de le faire, de parler fluvial, parce que le fluvial est assez méconnu et pas assez mis en avant. C'est quelque chose donc sur lequel on doit lutter, mais ce n'est pas du tout des sommes considérables astronomiques. Ce n'est pas du tout ça. Il ne faut pas se leurrer. Alors, je crois que vous avez... Oui, vous en priez. Oui, je m'excuse. Sur le modèle économique, je pense aussi au changement de modèle économique de Voies navigables de France. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'on puisse laisser Voies navigables de France encaisser un certain nombre de recettes, tout à fait encadrées, mais librement, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Par exemple, tout à l'heure, Philippe Dort parlait de la redevance que paient les entreprises ou les groupements d'agriculteurs pour pomper l'eau des canaux et des rivières. Il y a effectivement ce qu'on appelle la taxe hydraulique. Mais il faut savoir que chez nous, cette taxe hydraulique, elle est plafonnée par Bercy. Et quand il y a des années meilleures que les autres, eh bien, c'est l'État qui en profite et pas VNF. Donc il y a peut-être aussi un changement de modèle économique à réfléchir pour l'établissement Voies navigables de France. D'accord. Alors, vous avez convaincu, je pense, plusieurs internautes de l'intérêt, puisqu'on a Hélène de Mazères qui pose la question directement à Philippe, c'est nominatif, Philippe Dort, à quand la navette fluviale Royan-Bordeaux? Alors, oui, c'est une très bonne question. Ce n'est pas le port, en tout cas, le grand port maritime de Bordeaux qui va l'affréter. Ce n'est pas son métier. Son métier, c'est de pouvoir mettre à disposition les installations nécessaires pour accueillir cette navette. C'est un projet qui ne peut être qu'un projet, disons, privé, peut-être cofinancé par les collectivités territoriales, c'est-à-dire d'abord le département de la Charente-Maritime, la région Nouvelle-Aquitaine, la métropole de Bordeaux. Et je sais qu'il y a un bateau qui a été en essai, là, je ne sais pas trop où ça en est. Je pense que ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il faut quand même un bateau qui aille, sans aller très vite, mais suffisamment quand même pour avoir des temps de transport qui permettent d'amener un plus aux voyageurs qui sera dedans. Et la Garonne, comme beaucoup de grands fleuves, et notamment l'estuaire de la Gironde, qui est le plus grand estuaire d'Europe, qui doit faire 11 ou 12 km de large, à sa partie la plus large,
est quand même très charrie beaucoup d'embâcles, c'est-à-dire souvent des obstacles, des troncs, hein, et il faut des bateaux qui soient prévus pour tenir éventuellement un choc de ce type avec une vitesse commerciale correcte, sans aller trop vite, pour pouvoir être rentable. Mais moi, je suis tout à fait, alors à titre personnel, hein, je suis tout à fait favorable au développement du transport de personnes, de la mobilité sur le fleuve et la rivière. C'est moi qui étais à l'origine des navettes fluviales sur la métropole, sur la communauté urbaine de Bordeaux à l'époque, avec les bas de cube. C'est M. Feltes qui était le président à l'époque et qui a dit c'est une bonne idée, on va le faire. J'ai mis quand même 17 ans à arriver à, pas être opiniâtre, hein, à arriver à sensibiliser les élus là-dessus. Maintenant, tout le monde l'est. Effectivement, vu aujourd'hui le tarif et le prix des loyers à Bordeaux ou dans les grandes villes, hein, il n'y a pas qu'à Bordeaux, qui sont extrêmement onéreux, ça permettrait à des gens qui viennent de loin, du Médoc, pourquoi pas même pourquoi pas de Royan, hein, aussi, de pouvoir venir travailler en utilisant un moyen vertueux et qui d'ailleurs est beaucoup moins fatigant que les autres moyens de transport, que ce soit le TER ou que ce soit la voiture encore plus, parce que lorsqu'on est dans un bateau, ça c'est le cas des navettes fluviales à Bordeaux, c'est intégré au réseau de transport public de la métropole de Bordeaux qui est gérée actuellement par Keolis. Eh bien, pour un billet de tram, eh bien, vous faites 2 croisières par jour, hein, le matin, et vous rentrez chez vous le soir, et vous faites 2 croisières par jour. Et vous n'avez pas du tout la même impression de transport que dans un bus ou dans une voiture. Vous pouvez vous pouvez boire un café, enfin, il y a tout un tas de petits services à bord qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, moi, je suis très favorable à Royan-Bordeaux et même en amont, entre Bordeaux, Cadillac, Langon, là où on peut naviguer facilement. Après Langon, c'est plus compliqué, mais je suis tout à fait, et même sur la Dordogne, hein, jusqu'à Libourne, où on peut naviguer. D'ailleurs, le port de Libourne est un port fluvial qui accueille des grands paquebots fluviaux, 115 mètres de long, et qui peut tout à fait être raccordé à un réseau, et pourquoi pas avec une convention avec la métropole pour avoir des bateaux-bus de qualité assez rapide pour venir à Bordeaux, puisqu'il y a beaucoup de Libournais qui travaillent à Bordeaux et parfois même l'inverse, des Bordelais qui vont sur le Libournais. Donc c'est un sujet, moi, qui m'intéresse, qui me passionne. Bon, j'ai mis 17 ans pour arriver à mettre 3 bateaux sur la Garonne à Bordeaux. S'il me faut encore 17 ans pour arriver à... Bon, je serai vieux. Donc, mais je défends et je défendrai toujours, tant que j'aurai quelques responsabilités, ce projet-là. Alors, il nous reste encore quelques minutes avant qu'on conclue. J'ai encore des questions pour les d'internautes. J'ai notamment la question de Florence de Lavelanet sur la vision écologique du Club des 12. Donc, cette question s'adresse à Jean-Marie. On ne vous entend pas? On ne vous entend pas? Toujours le problème pour ne pas vous gêner, éteindre le micro puis le remettre. Oui, c'est une très très bonne question parce que sans revenir sur les termes, ce n'est pas une critique bien sûr, mais il ne faut pas toujours parler de plan Marshall parce qu'on s'imagine dans l'esprit des gens que c'est des sommes incroyables et donc effectivement Jean-Marc Samuel l'a bien rappelé. Et c'est un peu pareil pour répondre sur le plan de l'écologie. Stéphane Saint-André l'a dit aussi, je crois que c'est un problème de changement de système. Voilà. Et je crois que Stéphane Le Foll avait une très bonne idée pour ça, c'est de l'éco-keynésianisme, c'est-à-dire que maintenant, il ne faut plus laisser le marché diriger lui tout seul l'économie, il faut qu'on sache ce qu'on veut faire. Il faut avoir des priorités et je pense que le climat, le réchauffement, la biodiversité en est une. Et donc, il faut que chacune des décisions, mais c'est très, très compliqué hein, dans les budgets de l'État et tout, chacune, et les services et l'organisation, chacune de ces décisions
correspondent à cet objectif principal. C'est ce que nous sommes en train de réfléchir dans plusieurs secteurs et dans quelques mois, je serai en mesure de donner beaucoup plus de précision à cette auditrice, mais sachez que si elle veut rester en contact avec nous, c'est avec grand plaisir et même participer à cette co-construction. Et pour ne pas reprendre la parole après, je voulais dire deux choses avant de terminer, toujours un peu dans cette idée-là, c'est qu'il faut que à nos webinaires, il faut qu'il y ait des suites d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut être des suites individuelles, que les uns et les autres restent en contact avec nous et on les associera parce que je pense que c'est très important. Nous, on essaie d'associer les citoyens et non pas forcément les organisations politiques. Et je me retourne là vers Jean-Marc Samuel parce que c'est peut-être lui ou Stéphane Saint-André auquel je voudrais faire une proposition. C'est que moi-même, bon, pour encore quelques temps, je suis président de la Commission des Affaires étrangères européennes au Conseil économique, social européen et on a fait plusieurs avis qui sont liés à ça d'une manière directe ou indirecte. Par exemple, on avait fait un avis sur la déforestation importée, parce qu'il y a beaucoup d'importations, non pas par les voies navigables, mais qui, au bout du compte, transportent des produits qui induisent de la déforestation dans le monde. On a fait un avis sur le transport maritime, notamment. On a parlé des problèmes de combustible qu'il fallait régler, mais il y avait aussi les stations de pompage. Il y a beaucoup de problèmes dont on n'a pas parlé qui permettent de préparer ce monde de demain. Il y avait la souveraineté numérique qu'on n'a pas parlé, mais il y a des tas de bateaux maintenant qui fonctionnent peut-être même sans personnel dessus. Tout ça pour dire que hier, j'avais une réunion avec la présidente justement du Conseil économique et social, qui est une dame autrichienne, Christa Schoen. Je crois que ça serait intéressant pour Jean-Marc Samuel notamment, ou peut-être pour Stéphane Saint-André, qu'ils aient une caisse de résonance de tout ce qu'ils ont dit, parce que moi j'ai été passionné honnêtement par tout ce qu'ils ont dit. Je vais beaucoup l'intégrer pour le prochain document qu'on prépare, mais qu'ils aient des interlocuteurs à l'intérieur de cette instance qui pourraient être leur porte-parole au niveau européen. Donc ça, c'est une idée que je lance. Et la dernière, pour qu'on n'oublie pas nos amis des Outre-mer, parce que jamais je les oublie, il ne faut pas oublier qu'en Guyane aussi, les transports fluviaux sont très importants. Et en Polynésie française, ce n'est pas les fluviaux, bien sûr, mais c'est une zone qui est française et les transports, disons, par voie fluviale, maritime, doivent être aussi pris en compte pour qu'il n'y ait pas que de l'avion ou rien. Parce que là, il n'y a pas le camion qui peut appeler. Il y a une centaine d'îles dans la Polynésie française qui sont réparties sur une surface comme entre la Hollande et le sud de l'Italie. Et là, s'il n'y a pas des bateaux, et je pense qu'ils seront intéressés qu'on ne les oublie pas, et la Guyane non plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Je suis en tout cas très content de pouvoir continuer à travailler avec vous, si vous le voulez, au nom de la Fédération Agir pour le Fluvial. Avec plaisir. On va prendre contact après, grâce à Laure qui a tous les contacts et à Philippe aussi. Alors, avant de conclure, j'ai une dernière question pour, je pense, Nathalie, parce qu'elle concerne Strasbourg. Et on donnera la parole à un de nos hôtes qui ne l'a pas pris, Philippe Dort. Donc, la question, elle est très pratico-pratique. C'est par rapport au fait du transport de marchandises à Strasbourg. Est-ce qu'il y a un acheminement de ce transport jusqu'à l'intérieur de la ville, à Strasbourg, et est-ce que ça pourrait être dupliqué sur toutes les régions? Alors effectivement, si on reprend du début, avant d'avoir ce service de livraison, notamment lié à la logistique de distribution, il y avait eu un premier essai déjà en 2018 de transport de pavés qui avait été réalisé par un bateau fraissinet classique, si je puis dire, et qui avait quand même montré ses limites, parce qu'il faut savoir que le quai utilisé à Strasbourg et la rivière utilisée, c'est une rivière qui n'avait plus vu passer de bateaux depuis une centaine d'années, et qui, pour ses premiers essais, et même pour la logistique en place aujourd'hui,
n'a pas fait l'objet d'un aménagement particulier. Le seul aménagement, c'est une bonne gestion du barrage qui se situe en amont et qui est d'ailleurs un barrage manuel pour réguler le mieux possible le niveau de l'eau. Donc, le service actuel est assuré par des barges relativement petites. Pour l'instant, ce sont des petites bargettes qui peuvent transporter 16 tonnes. Et bon, par la suite, l'opérateur actuel voudrait investir dans des barges, mais qui feraient un maximum de 120 tonnes. Donc, on est sur des petits volumes, mais c'est vrai que c'est de la logistique urbaine. On ne raisonne pas comme sur des flux maritimes. Et par contre, c'est vrai que c'est un modèle qui est destiné à être répliqué dans d'autres villes. Parce qu'à l'heure actuelle, l'opérateur est propriétaire d'un entrepôt au port de Strasbourg, qui lui donc est situé sur le Rhin. Alors à l'heure actuelle, les colis et tout ça n'arrivent pas par la voie d'eau, mais par la route jusqu'à l'entrepôt et sont ensuite acheminés par voie fluviale au centre-ville. Mais on peut imaginer pour certains trafics que dès l'amont, les marchandises soient acheminées par le fluvial. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour les histoires de pavés, il s'agit de pavés recyclés qui proviennent notamment de Lyon ou de Paris. Et l'opérateur a le projet de les faire venir par la voie fluviale depuis Paris. Mais surtout, c'est vrai que ce sont des schémas qui sont destinés à être dupliqués dans d'autres villes. La prochaine, ça sera très probablement Lyon, dès le mois de mai. Et bien d'autres villes sont concernées avec toujours un peu le même modèle d'un entrepôt qui soit vraiment multimodal, avec une face route. C'est aujourd'hui indispensable, mais une autre façade pour qui soit vraiment adaptée au fluvial et au mode doux. Et ensuite de pouvoir accéder, voire à différents quais du centre-ville. Merci Nathalie. Alors, j'ai encore beaucoup de questions qui arrivent. On va devoir quand même conclure cette émission. Je pose quand même une dernière question à Marie sur est-ce que vous pensez que la décentralisation favorisera le transport fluvial dans les territoires? Est-ce qu'on peut faire un lien entre décentralisation et développement du transport fluvial? Et après, je vous propose de conclure avec Philippe Dort qui nous a invités sur ce webinaire. Marie, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on voit bien que en fait, cette relance du fret, elle arrive aussi parce que ça entre en résonance avec le nouveau discours de décentraliser, que tout ne passe pas par les métropoles, mais qu'il y ait vraiment une nouvelle dynamique sur les territoires. Et là, l'intérêt avec le transport fluvial, c'est bien de travailler sur un linéaire où chaque territoire est un maillon de la chaîne et a une importance, et on n'est pas sur simplement des grands pôles. Non, il faut vraiment qu'il y ait un maillage continu et ça répond à la tendance du discours qui est amené notamment avec la crise sanitaire. Merci. Alors, on a encore, comme je vous l'ai indiqué, plusieurs questions sur les 300 millions d'euros qui sont investis dans le trafic fluvial. Est-ce que Emmanuel Macron est en phase avec
la VNF. On a énormément d'autres questions. Je pense que vous avez convaincu les internautes et je vous fais la proposition, mais je laisserai conclure Philippe Dort là-dessus, de pouvoir offrir les réponses aux questions qui n'ont pas pu être posées là et de continuer hors ligne à échanger avec les nombreuses questions et qui ont été posées tout le long de ce webinaire. Philippe, je vous laisse conclure. Merci Laure d'abord pour cette animation. Je voudrais dire qu'on a passé un excellent moment où on a appris beaucoup de choses. C'était vraiment très intéressant. On voit que nous sommes devant un sujet d'avenir. D'ailleurs, moi qui suis aussi membre du Club des 12 avec Jean-Marie, je pense que Marie Pentier pourra travailler avec nous parce qu'au-delà de ce qu'elle fait dans le Lot-et-Garonne, c'est une spécialiste du développement industriel territorial vertueux et on a besoin, parce que ça ne concerne pas forcément que le fluvial, il y a plein de sujets qui sont liés à l'industrie ou à l'économie vertueuse dans les territoires ou dans cette future économie vertueuse que nous avons dans les territoires. Alors pour les questions qui ont été posées, oui, je pense que l'on pourra y répondre sur si les internautes ont laissé leur numéro de téléphone, voire leur adresse email, ça sera avec plaisir. Alors, ce qui a été formidable, c'est qu'il y a eu beaucoup de connectés, et puis j'étais très étonné qu'il y ait des connectés en dehors de la France, dans d'autres pays, c'est plutôt bien, donc il y a eu beaucoup de monde, donc c'était aussi important que le grand public, qui n'est pas forcément spécialiste de ces questions-là, mais qui aime l'eau, qui aime les canaux, qui aime les rivières, comme beaucoup de monde, comme tout le monde d'ailleurs, tout le monde est attiré par l'eau, et bien puisse découvrir un secteur qu'il ne connaissait pas et qui est un secteur d'avenir. Et puis, vous savez, c'est un secteur ancien et qui va redevenir d'avenir. Moi, à Bordeaux, le tramway a été arrêté en 1955 au profit des bus. Maintenant, les bus ont été arrêtés au profit d'un nouveau tramway moderne. Et quand on l'a mis en œuvre, d'ailleurs, on a déterré les voies ferrées de l'ancien tramway qui datait de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 50. Donc comme quoi, ce qui était d'actualité à une époque a périclité et va redevenir d'actualité. Donc je crois qu'on peut travailler et on peut continuer à travailler sur ce sujet pour donner des idées, faire des propositions très concrètes. Alors avec le Club des 12 et le Club Blanqui, nous allons travailler sur un webinaire qui aura lieu, je crois que je peux l'annoncer, Jean-Marie, qui aura lieu en juin. Le thème, ça sera l'économie sociale et solidaire, avec comme invité vedette, entre guillemets, l'ancien ministre Jean Gattel, qui était aussi député du Vaucluse, et qui est vraiment un spécialiste de ce sujet. Je crois que là aussi, nous aurons un webinaire qui permettra d'échanger sur un sujet essentiel, et Jean Gattel est tout à fait l'homme de la situation. Voilà, en tout cas, avec Jean-Marie Cambacérès, les amis de D12, les amis du Club Blanqui, nous sommes très heureux de vous avoir accueillis, et je remercie Cédric Leboussy, qui est le responsable de la télé du web vuedailleurs.com. C'est un média que je vous engage à lire et à vous connecter régulièrement. Et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous tous. Et je vous dis à très vite sur Vue d'ailleurs avec le Club Blanqui, le Club des 12. En tout cas, merci à nos invités. Ça a été vraiment un excellent moment. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.